Merci Christine, merci donc à l'URPS Bourgogne-Franche-Comté, merci à Joël aussi de m'avoir invité. Donc effectivement, je suis radiologue à mi-temps et j'essaye de travailler également sur la pollution de l'air depuis plus de 6 ans. Et je publie un petit peu sur ce sujet, et notamment ce qui m'a intéressé, c'est les effets de la pollution sur le cœur. Voilà. Et là, je vais vous parler un peu de pollution de l'air parce qu'effectivement, les perturbateurs endocriniens, mais pas que, peuvent être véhiculés par les particules fines notamment. Et donc je pense que c'est important d'avoir une notion globale de ce que représente la pollution de l'air et ce que ça peut donner comme maladie. Notamment, là je veux vraiment axer que sur les effets sur la grossesse. Et donc je vais commencer par des effets très généraux sur la définition des polluants de l'air, parce qu'il y a un peu une confusion et on ne s'en sort pas toujours. Donc la pollution de l'air, finalement, c'est globalement des matières solides, ce qu'on appelle les particules fines, qui ont en général un poids, un nombre, une masse, et des gaz avec les caractéristiques qu'on connaît de tous les gaz, en sachant qu'il peut y avoir des passages de l'un à l'autre. Et les particules fines, vous voyez qu'en général, on les appelle PM pour l'acronyme anglais de Particulate Matter, et on va les classer en PM10, c'est les plus grosses qui font 10 micromètres ou moins, les 2.5 qui font moins de 2,5 micromètres, et surtout les PUF, les ultra fines, qui font moins de 0,1 micromètre et qui sont les plus dangereuses. C'est celles-là qui passent dans le sang, dans le cerveau. C'est celles-là également qui donnent les effets dont on va parler sur la grossesse. Voilà, je parlerai très peu des polluants gazeux parce que c'est un peu moins pertinent pour les effets sur la grossesse. Alors les sources de pollution, elles vont bien évidemment varier, avec en ville essentiellement une pollution liée au trafic automobile, qui va être un gros pourvoyeur de particules ultra fines et de dioxyde d'azote. À Marseille, donc chez Gilles, vous allez pouvoir ajouter les ferries, qui même si de plus en plus passent au gaz, ça reste très polluant. Et puis en Bourgogne, vous allez pouvoir, et ailleurs bien sûr, rajouter la pollution agricole, etc. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc je vais beaucoup parler des particules fines, déjà parce qu'en termes de santé publique, il y a un débat sur le nombre de décès liés à la pollution de l'air. On va dire qu'il y en a à peu près 60 000 décès prématurés en France. Bien sûr, ces 60 000 décès, les particules fines, c'est 48 000 décès par an. Donc c'est vraiment ce qui est le plus nocif en termes d'effets sur la grossesse. Et ces particules fines, et surtout les ultra fines, c'est celles-là qui vont avoir les effets vraiment sur la grossesse. Donc les particules, on peut les classer en fonction de leur taille, en fonction de leur composition et en fonction du fait de savoir si elles sont primaires, c'est-à-dire directement émises sous forme de particules, ou secondaires, c'est-à-dire que c'est des particules qui résultent de la transformation de gaz en particules. Alors la taille va être très importante. Vous voyez que les PM10, donc les plus grosses des particules ici, elles vont être en général bloquées au niveau des voies respiratoires supérieures. Celles-là, elles sont bien réglementées, on les dose dans l'air ambiant, il y a des normes européennes, etc. Les PM2.5, elles vont pouvoir se déposer au fond des alvéoles pulmonaires, donc elles sont déjà un peu plus dangereuses. Elles sont que partiellement réglementées, il y a des normes pour les 2.5 que depuis peu, et encore, il n'y a pas de normes journalières, il n'y a que des normes annuelles. Et puis quand on va descendre sur les particules ultra fines, qui vont vraiment, notamment celles-là, qui font moins de 0,1 micromètre, celles-là, c'est les plus toxiques, elles ne sont pas du tout réglementées. Donc moi avec d'autres, on se bat, Gilles aussi a beaucoup travaillé là-dessus, mais beaucoup d'experts alertent depuis plus de 20 ans sur ces particules ultra fines qui ne sont toujours pas réglementées. Donc il y a vraiment encore un gros délai entre la toxicité et la réglementation. Pour vous donner un petit exemple, le trafic routier, notamment avec nos véhicules modernes, émet à 90% des particules ultra fines. À l'inverse, les grosses particules, vous allez retrouver ça lié à l'abrasion des routes ou des pneus. Plus votre véhicule va être lourd, plus vous allez émettre de ce type de particules, donc les SUV, les poids lourds, etc. Les poussières de sable désertique, dont on a beaucoup parlé, sont également des particules de cette taille-là, les embruns marins, etc. Donc, les particules, on peut aussi les classer en fonction de leur composition et également du fait de savoir si elles sont primaires ou secondaires. Là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, de particules primaires, c'est-à-dire qui sont émises directement sous forme de particules. Et les plus toxiques, ça va être ce qu'on appelle les particules carbonées. Donc, quand vous brûlez du diesel, de l'essence, du bois,
du charbon, de l'incinération. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des particules ultra fines. Ce qui sort d'une voiture à 90%, c'est des particules ultra fines. Et surtout, en raison de leur composition, là, je vous ai mis une particule diesel, donc on est de l'ordre du nanomètre. Au centre de la particule, vous avez du carbone pur, qu'on appelle le black carbone, qui va noircir, c'est ce que vous voyez sur la neige noire en hiver. Mais ce n'est pas le plus toxique. Ce qui va être plus toxique, c'est ce qui est à la périphérie de la particule. Et là, c'est là qu'on va retrouver des métaux lourds, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Toutes les substances qui font la toxicité des particules sont à la périphérie. Et vous voyez déjà que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les métaux lourds, on a déjà parlé ce matin, ce sont également des substances à effet perturbateur endocrinien. Alors, comme au titre de particules primaires, le trafic routier, par exemple, ou également le métro, va émettre des particules de freinage. On sait que l'air du métro est très pollué de ce type de particules. Ce n'est pas du tout la même composition. Là, c'est essentiellement des oxydes de cuivre et de fer, avec une taille également de particules qui est un peu plus élevée. Leur toxicité n'est pas encore bien connue. On suspecte une toxicité cérébrale et cardiaque. Et puis je vous ai parlé également, un véhicule va émettre des particules liées de l'abrasion des pneus, également des revêtements de la route. Là, on va être sur des particules de plus grosse taille, des PM10, mais avec une composition également toxique. On va retrouver des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du caoutchouc. Et récemment, on a démontré que les particules de l'usure des pneus étaient une des principales causes de pollution de l'air aux microplastiques. Et on sait que l'usure, ce caoutchouc, notamment, alors qui n'est pas le caoutchouc, n'est pas vraiment un plastique, mais ça s'en rapproche, c'est quand même des polymères. Ces particules, une fois dans l'air, vont pouvoir voyager sur des milliers de kilomètres. On les retrouve à distance, vraiment très loin. Un autre exemple de particules primaires, on en parle beaucoup depuis 2 ans, il y a eu plein d'épisodes de pollution, c'est des pollutions de sable désertique. Ça, c'est très visible, c'est spectaculaire. C'est des pollutions liées au sable, notamment le sable de Sahara. C'est des particules qui sont très peu toxiques, en fait, de par leur composition, et puis surtout parce qu'on ne respire pas tous les jours. Elles sont assez grosses, entre 2,5 et 10 micromètres, et elles contiennent essentiellement des minéraux, des oxydes de silice, oxydes de fer, carbonate de calcium. Donc on n'est pas sur une particule diesel. Par contre, elles peuvent voyager également sur des milliers de kilomètres et elles vont pouvoir se charger de tout un tas de polluants croisés en cours de chemin. Et un exemple, on classe également les embruns marins comme des particules fines. Donc sur la côte normande ou bretonne, on a de temps en temps des pics de pollution aux particules fines, alors qu'il s'agit simplement d'embruns marins qui sont très peu toxiques, mais les appareils qui mesurent des masses de particules, eux, ne font pas la différence. Ils mesurent des particules, ils disent à les pics de pollution. Ils sont très peu toxiques, mais quand même, ils sont impliqués dans les cycles de voyage des microplastiques. Et on sait que les microplastiques finissent par se déposer dans les océans. Ils vont pouvoir être remis en suspension lors de ces phénomènes de pollution. Et une fois en suspension dans l'air, ces particules de microplastiques vont pouvoir se redéposer ailleurs. Alors là, maintenant, on passe aux particules fines secondaires. Ça va plus vous intéresser parce que les particules secondaires, ce sont donc des particules qui dérivent de la transformation de gaz qui vont passer de l'état gazeux à l'état particulaire. Et c'est là qu'on va retrouver surtout les particules liées aux épandages agricoles. Donc, épandage agricole, on ne parle pas de pesticides, on parle vraiment des engrais ammoniaqués, donc tout ce qui est les dérivés nitrés, qui peuvent être associés aux pesticides dans un second temps. Mais là, on parle vraiment de fertilisants. Et ces particules agricoles, c'est la première source quasiment de particules PM2.5 en Europe, en termes de volume, notamment liées à la culture intensive des champs d'Europe de l'Est. Et vous voyez que ce n'est pas des particules primaires, parce que pour se former, en fait, elles vont résulter de l'interaction, donc le gaz de l'ammoniac qui va être émis, normalement qui doit rester sous forme solide dans les terres, va s'évaporer, et va pouvoir réagir dans l'air avec d'autres gaz, notamment les oxydes d'azote émis par le trafic routier ou le dioxyde de soufre émis notamment par les industries. Il va y avoir une adhésion de ces molécules de gaz qui vont passer de l'état gazeux à l'état solide, et ça va vous former des particules de nitrate d'ammonium ou de sulfate d'ammonium. Donc c'est encore une souche de particules encore différente d'une particule de combustion dont on a vu tout à l'heure la composition. Et ces particules, alors elles sont
peu dangereux. Le nitrate d'ammonium, le sulfate d'ammonium, on ne connaît pas encore bien leur toxicité, mais par contre, elles vont pouvoir rester en suspension et se charger d'autres polluants croisés en chemin, et notamment de pesticides. Donc si vous avez en même temps des fertilisants qui sont déposés et un autre agriculteur qui passe avec des pesticides, tout ça, les pesticides vont pouvoir être véhiculés par les particules fines et voyager sur des centaines de kilomètres. Et enfin, ça je ne vais pas trop en parler, mais l'autre grande catégorie de particules fines secondaires, c'est des particules fines issues de gaz qu'on appelle les composés organiques volatiles, dont on a un peu parlé. Il faut savoir que les composés organiques volatiles, que vous retrouvez dans les huiles essentielles, le formaldéhyde, etc., si vous voulez, dans certaines conditions, s'il y a de l'ozone, s'il y a du soleil, vont pouvoir être oxydés et passer de l'état gazeux à l'état solide, et donc former d'autres particules fines. Donc les polluants gazeux, très rapidement, il y a les composés organiques volatiles, polluants de l'air intérieur, formaldéhyde, l'extérieur, le benzène par exemple. Il y a les oxydes d'azote, notamment le dioxyde d'azote, qui est vraiment le polluant du trafic routier, qui provient essentiellement du parc diesel. Et puis il y a l'ozone qui est un polluant secondaire, qui se forme uniquement s'il fait beau, s'il y a du rayonnement ultraviolet, et il se forme à partir des deux précurseurs qu'on a au-dessus, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Donc tout ça, une petite présentation assez rapide pour introduire ce qui suit, une petite synthèse des effets de la littérature de la pollution de l'air sur la grossesse. Et en fait, les effets de la pollution sont surtout attribués pour l'instant aux particules ultra fines. On avait déjà démontré il y a quelques années que les particules ultra fines atteignaient sans problème le placenta, notamment le versant maternel du placenta. Ça, je vous montre cette dia, ça c'est un placenta de lapin, si je me souviens bien. Et ça, c'est des particules ultra fines diesel générées par un moteur Euro 6, donc quasiment dans les derniers véhicules diesel. Et vous voyez qu'on les retrouve au microscope électronique au contact des villosités placentaires. Mais surtout, plus récemment, on a démontré en fait qu'elles pouvaient traverser le placenta et on les retrouvait sur le versant fœtal du placenta. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature par l'équipe de Eleanor Bové. Et en fait, ils ont pris donc des placentas de femmes enceintes qui venaient d'accoucher. Ils les ont analysés au microscope électronique. Ils ont regardé donc la face placentaire et ils ont compté le nombre de particules ultra fines, donc de combustion, donc les particules diesel ou autres. Et ils en ont conclu déjà qu'il y en avait beaucoup et surtout que c'était significativement proportionnel à la distance de l'habitation par rapport à un gros axe routier lors de la grossesse. En gros, plus la maman vivait près d'un gros axe routier, plus elle avait de particules ultra fines dans son placenta. Donc maintenant, on sait que finalement les particules ultra fines, elles passent sans problème le placenta. Et surtout, ces particules ultra fines de combustion, c'est les premières dont je vous ai parlé, elles sont très toxiques. Je vous ai remis le schéma ici. Noyau central, le vert, c'est du carbone peu toxique, mais qui sert d'aimant à tout un tas de molécules, dont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont des métaux lourds, qui sont cancérigènes, qui ont des effets perturbateurs endocriniens. Donc on retourne un petit peu sur le sujet, sujet du jour. Et on se rend compte, bon là ça ne va pas vous surprendre, qu'il y a tout des données de la littérature, notamment qui démontrent qu'il y a désormais un niveau de preuve suffisant pour parler d'un lien de causalité entre une exposition pré- et postnatale aux particules de combustion, donc celles dont on vient de parler avec leurs hydrocarbures aromatiques polycycliques, et les baisses du coefficient intellectuel et les maladies du spectre autistique chez l'enfant. Ça a été également repris dans d'autres revues en 2020 d'une méta-analyse qui a conclu également qu'il y avait suffisamment de preuves maintenant entre l'exposition maternelle à la pollution de l'air et les maladies à spectre autistique. Cet effet, on peut aussi le mesurer en IRM. Ça a été fait aux Pays-Bas sur 783 enfants. On leur a fait des IRM de suivi entre l'âge de 6 et 10 ans. Et on voit que plus ils étaient exposés in utero à la pollution de l'air, plus le cortex de certaines zones, notamment frontales et préfrontales, était fin. Et c'était corrélé à des atteintes du comportement, notamment de type hyperactivité. Voilà. Donc, ce qu'on sait également, c'est que la pollution de l'air va générer des maladies cardiovasculaires et on va retrouver ces maladies cardiovasculaires dans la grossesse.
Et vous voyez que dans cette méta-analyse, qu'une simple variation pendant la grossesse de 5 microgrammes en PM2.5, donc PM2.5 c'est les particules fines, ce n'est pas les ultra fines mais c'est les fines, une simple variation de 5 microgrammes vous augmente de 60% le risque de pathologie hypertensive de la grossesse et notamment de 30% le risque de prééclampsie. Donc 5 microgrammes en particules fines, ce n'est pas énorme. Il faut savoir qu'un pic de pollution, c'est au-delà de 50 microgrammes. Donc c'est des petites variations là. Ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on a suivi également aux États-Unis prospectivement 1300 femmes et on a suivi après la pression artérielle de leurs enfants, notamment dans l'âge de 3 à 9 ans. Et là également, on se rend compte que plus, notamment au troisième trimestre, plus la maman est exposée à des polluants de l'air, même avec de faibles variations, plus l'enfant avec des risques d'être dans les percentiles élevés de tension artérielle. Ce qui est désormais bien démontré, c'est le lien entre la pollution de l'air et les petits poids de naissance. Je vous ai mis juste une étude là, du Lancet, une étude prospective dans 12 pays européens et qui a conclu qu'une simple variation de 5 microgrammes en PM2.5 pendant la grossesse augmentait de 18% le risque de faible poids de naissance et de prématurité. Donc là, effectivement, vous vous dites, mais pourquoi il parle toujours des PM2.5 alors que les plus dangereux, c'est les particules ultra fines? Je vous ai dit que les particules ultra fines, comme il n'y avait pas de normes, il n'y a pas d'obligation de les doser, du coup, il n'y a pas de capteurs hormis dans les pays scandinaves, et du coup, on a très peu d'études épidémiologiques sur les particules ultra fines. C'est pour ça que les études épidémiologiques qu'on a, c'est surtout sur les PM10 et les 2.5 qui, elles, sont suivies depuis très longtemps. Sur les ultra fines, on a essentiellement des études toxicologiques. Donc ce retard de croissance, on peut aussi le mesurer, ça c'est des études prospectives également aux Pays-Bas où on a corrélé donc, les échographies de grossesse, notamment la longueur du fémur, la circonférence de la tête fœtale et les poids de naissance. Et on voit également qu'il y a une corrélation entre les polluants, le NO2 c'est le polluant du trafic routier, et les particules fines. Il y a une corrélation inverse, enfin une association inverse entre ces polluants et la croissance fœtale. Et on retrouve également le lien avec la prématurité. Alors ce qui est très intéressant également, c'est qu'on se rend compte que plus un enfant est exposé in utero aux particules fines, plus il a de chances de développer des pathologies allergiques de type asthme, ou rhinite ou eczéma atopique dans ses premières années de vie, quelle que soit son exposition une fois qu'il est né. Ça a été bien démontré, notamment dans cette étude parue en 2016, qui a conclu avec ce schéma, notamment qu'une exposition au premier trimestre, donc là ils ont pris le NO2, le NO2 c'est le polluant du trafic routier, donc le NO2 ça veut dire que si vous avez du NO2 c'est que vous avez des particules ultra fines, donc là ils ont attribué ça au NO2, mais ça peut être lié aux particules ultra fines parce que les deux vont toujours ensemble. En gros, ils ont conclu qu'une exposition à la pollution de l'air au premier trimestre va favoriser davantage les pathologies de type eczéma. L'exposition au second trimestre plutôt de l'asthme avec un risque relatif à 1,7, ce qui est pratiquement à 2. Et dans le troisième trimestre, davantage de pathologies de type rhinite allergique dans les premières années de vie de l'enfant avec là, également un risque relatif à 1,8. Donc, comment on peut l'expliquer? Bon, il faut savoir aussi que le système respiratoire de l'enfant, il se développe in utero et il continue à se développer dans les premières années de vie jusqu'à 2 ans. Donc, tout ce qui va interférer, tous les polluants qui vont agir à ce niveau-là vont avoir un impact direct. Dans les mécanismes, eh bien, on va retrouver un peu ce qu'on vous a dit sur les perturbateurs endocriniens. Les mécanismes en cause, eh bien, toujours ce stress oxydatif, une atteinte épigénétique avec notamment une méthylation de certains gènes, une réaction inflammatoire et un stress oxydatif, et surtout une dysfonction du placenta, avec un placenta qui va moins bien fonctionner, donc une baisse de la nourriture et de l'oxygénation de l'enfant, ce qui peut expliquer également les retards de croissance qu'on a vus. Là également une autre étude prospective sur la dermatite atopique qui est également augmentée chez l'enfant, notamment lorsqu'il y a une exposition de la mère au premier trimestre. Et on voit que cette étude montre, assez originale, montre que c'est réversible, et notamment que lorsque les patientes habitent à proximité directe d'un gros axe, d'un parc,
donc d'espaces verts, loin d'un axe routier, mais toujours dans une même ville, le risque d'atopie chez l'enfant est significativement diminué. Donc le diabète, ça, tout le monde en a parlé un peu avant moi. Il y a de plus en plus d'études qui le rappellent. Là, le Lancet en 2018 rappelait que probablement un nouveau cas de diabète sur 7 serait attribuable à la pollution de l'air dans son ensemble, avec effectivement une partie des polluants de l'air qui ont un effet perturbateur endocrinien. Donc il y a également quelques études qui montrent que les polluants du trafic routier vont avoir un impact sur certaines maladies congénitales, notamment sur la coarctation de l'aorte, des défects du système digestif. Voilà, ça c'est plutôt anecdotique. Mais malheureusement, il y a pas mal d'études également on vous en a parlé, mais sur le cancer de l'enfant. Donc là, la première étude, on est sur des enfants parisiens, donc là on n'est pas sur des effets in utero, mais on est sur des très jeunes enfants. Des enfants qui avaient moins de 10 ans. Et cette étude montre que plus les enfants vivent à proximité d'un axe routier, plus ils ont de chances jusqu'à 20 à 30% de faire une leucémie myéloïde aiguë. Mais par contre, on voit également sur cette étude prospective qui a été suivie pendant 6 ans qu'une exposition in utero, notamment lors du premier trimestre, majore le risque de faire certains cancers du cerveau de type astrocytome chez l'enfant, et également certaines leucémies, notamment lymphoblastique aiguë. Et également l'étude du bas, l'exposition in utero, va augmenter le risque de certaines tumeurs cérébrales, notamment le médulloblastome, avec notamment une causalité, une association avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui entrent dans la composition des particules fines de combustion. Donc j'arrive au dernier dia. Donc les polluants de l'air vont avoir un effet sur la grossesse, notamment plus les particules vont être petites, notamment les particules ultra fines, avec un impact sur la croissance, avec davantage également de prématurité. Chez l'enfant, plus de risques d'asthme ou d'atopie dans son ensemble, davantage de risques de malformation et surtout davantage de pathologies hypertensives de la grossesse. On a vu surtout que tous les polluants n'ont pas la même toxicité. Parmi tous les polluants, c'est surtout les particules fines. Et parmi les particules fines, c'est surtout les particules fines de combustion, donc trafic routier, quand vous brûlez du bois ou du pétrole. Je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais on n'a pas trouvé de seuil en dessous duquel il n'y avait pas d'effet. Donc on retombe un peu sur l'effet perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que même à des très faibles taux de concentration, il y a toujours un effet de ces particules fines. Et on a vu par contre qu'il y avait des effets bénéfiques, notamment des espaces verts. Voilà, alors, les effets de la pollution de l'air, ça ne s'arrête pas à la grossesse, notamment avec le développement, la part des particules ultra fines qui fait qu'augmenter proportionnellement aux autres. On a des pathologies maintenant qui touchent tous les organes, davantage des accidents vasculaires cérébraux, des maladies neurodégénératives, des pathologies cardiovasculaires, respiratoires bien sûr, mais également de plus en plus de pathologies auto-immunes. Il y a beaucoup de travaux actuellement en ophtalmo, en dermato et chez les rhumatos qui sont sur ces sujets. Et enfin, n'oubliez pas, 80% des décès liés à la pollution de l'air sont des maladies cardiovasculaires, 40% des AVC, 40% des maladies cardiaques. Juste un petit mot sur les solutions, peut-être ça va vous rebooster un petit peu. Les solutions, elles sont surtout publiques, c'est pour ça que nous, je pense, en tant que médecins, professionnels de santé, on a un peu un devoir de se mobiliser, parce que jusqu'à présent, les seules mesures qui ont été efficaces, ce sont été des mesures de santé publique, notamment à Tokyo, éviction du parc diesel en 7 ans, 44% de particules en moins, la mortalité cardiovasculaire qui baisse de 11% et la mortalité respiratoire de 22%. On peut également agir, notamment dans les villes, en augmentant les espaces verts. Les espaces verts, on voit qu'il y a moins de mortalité cardiovasculaire et moins de risque d'allergie chez l'enfant. Alors les masques, maintenant avec le Covid, tout le monde connaît les masques, tout le monde connaît les FFP1, FFP2, FFP3. Ça peut fonctionner également. Les FFP peuvent fonctionner sur les particules, même sur les très petites. Pour les gaz, par contre, il faut rajouter une cartouche de charbon actif. Il y a certaines marques qui fonctionnent pas mal, mais ce sera toujours un peu difficile. Plus le masque va être efficace, plus ce sera difficile de respirer. Donc, en tout cas, ce ne sera jamais pour un effort violent.
Donc pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Idem pour les purificateurs d'air, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Et si jamais vous devez en installer, pour l'instant, les moins nocifs sont ceux qui fonctionnent simplement avec un filtre HEPA, donc les mêmes que sur les aspirateurs. Pour l'instant, ceux qui fonctionnent à l'ozone ou à l'ionisation ne sont pas non plus recommandés. Voilà, il y a aussi, aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup, mais dans les écoles, les salles de sport qui sont près des axes routiers, on installe des VMC, notamment à double flux, avec des systèmes de filtration. Ça peut vous améliorer l'air intérieur également. Voilà. Là, pour la femme enceinte, ça, c'est des recommandations pour limiter l'usage des perturbateurs endocriniens. Mais ça, je déborde un peu sur ce qui a déjà été présenté, mais voilà, on peut limiter l'exposition. J'ai juste rajouté effectivement qu'on a tendance à associer les perturbateurs endocriniens simplement à l'air intérieur, finalement, aux cosmétiques, à la nourriture, etc. On ne pense pas forcément qu'en faisant un feu de bois chez soi sans insert, on va être exposé 1000 fois plus aux perturbateurs endocriniens qu'en mettant de la crème solaire, par exemple, ou en faisant un trajet en voiture dans les bouchons, par exemple, on va être exposé toujours à ces fameuses particules de combustion, donc on va prendre aussi sa dose de perturbateurs endocriniens. Donc malheureusement, souvent quand on parle des perturbateurs endocriniens, on a tendance un peu à penser qu'il faut, mais soit pesticides, soit crème, soit cosmétiques, etc. Mais on oublie un petit peu le trafic routier, on oublie le chauffage au bois. Et nous, on voit beaucoup de gens, de patients qui font attention à tout, qui ne se mettent pas que de cosmétiques, qui mangent bio, machin, mais qui font l'hiver toute la journée des feux de bois chez eux sans insert et sans forcément aérer. Et là, je pense qu'il y a un message qui n'est pas encore passé, parce que là, en faisant ça, ils se contaminent avec des particules de combustion. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été trop long.